Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce 28e épisode de la deuxième saison du balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie à Montréal, Jocelyn Coulon. Jocelyn, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi. Super, merci. Écoute, cette semaine, on se doit de parler de l'événement de la semaine qui s'est produit il y a quelques heures à peine. Donc, une nouvelle, énième tentative d'assassinat contre le président Trump. Qui est survenu à Washington dans la nuit de avec Samedi le, à dimanche. samedi à dimanche, avec le décalage horaire, pour moi, c'était vendredi, samedi. Donc, samedi à dimanche, on va en parler. Et puis, toi, tu vas nous parler aussi, ben, il va se passer quelque chose au cours des prochaines semaines, des prochains mois, à New York, aux Nations Unies. On va devoir élire un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Donc, il y a des noms qui circulent. Il commence à y avoir des articles sur le sujet. Il va y avoir, les candidats vont être auditionnés aussi par l'Assemblée générale, ce qui est relativement une première. Donc, tu vas pouvoir nous parler de tout ça, du processus de nomination, d'élection, qui au final a le dernier mot, et peut-être, si tu en as l'occasion, de nous dresser peut-être une liste des individus qui sont, à ton avis, les candidats les plus probables à pouvoir succéder à M. Gutiérrez, qui est secrétaire Voilà, général depuis un petit peu moins de 10 ans maintenant. voilà. Voilà, ben écoutez, ben c'est ça, vous avez vu dans les nouvelles comme nous qu'une nouvelle tentative d'assassinat qui a eu lieu à Washington au cours des dernières heures contre le président Trump. Donc, écoute, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est l'individu, 31 ans, qui s'appelle Cole Thomas Allen, qui aurait tiré deux coups de feu avant d'être maîtrisé par les policiers qui étaient sur place. Un policier a été blessé. Il peut remercier son gilet pare-balles parce qu'à défaut de quoi, il serait décédé aujourd'hui. Donc voilà, écoute, moi, de mémoire, écoute, c'est là. C'est la troisième tentative, là. Ouais, ben, il y a eu celle en Pennsylvanie avec la balle qui, qui, Oui, qui qui l'a a- qui frôlé l'a frôlé, qui a arraché un bout d'oreille. Il y aurait eu dans les semaines qui ont suivi en Floride sur son terrain de golf. en septembre 2024, Voilà, donc un près de tir la maison, à à Mar-a-Lago, Lago. donc Quelqu'un s'était caché derrière un dans, bosquet, il a dans les été bu- débusqué. dans les buissons, c'est ça. Et puis, donc, c'est ça. Donc, ce serait la troisième tentative. Parce qu'il y en a probablement eu d'autres qui ont tout simplement avorté, Mhm. qui ont pas pu être menés à bien pour différentes raisons ou qui ont été désamorcés par les services secrets. Mais en tout cas, ça commence à faire du stock. À ça, il faut ajouter aussi l'assassinat de M. Kirk sur Oui. un campus universitaire américain aussi il y a quelques semaines. Donc, il y a énormément de violence politique aux États-Unis. Je pense qu'on en avait déjà discuté. Mhm. On revient un petit peu à la situation qui prévalait il y a environ une cinquantaine d'années ou dans les années 60. Donc, l'assassinat de John F. Kennedy avait en quelque sorte lancé le bal d'une Ouais. série d'attentats politiques. Donc, Robert Kennedy, Kennedy. Robert en 68, Martin Luther King aussi en 68, Ouais. George Wallace, c'était au début des années 70, je pense, c'est la campagne électorale de Ouais. 71, 72. Ouais. Euh, Malcolm X, Malcolm X. Malcolm X avait aussi été Ouais. assassiné. Puis, il y avait comme eu par la suite une espèce d'accalmie. Il y a eu des tentatives contre Gerald Ford par Ronald Reagan Reagan. Donc, a Gerald, reçu une balle. reçu une balle. Gerald Ford, c'était, je veux dire, c'était pas vraiment, oui, un attentat politique, oui, parce qu'il était président des États-Unis, mais c'était pas une personne qui était motivée politiquement contre les idées qui étaient défendues par Ouais, c'est Gerald Ford. possible. C'était une femme qui faisait partie de la secte de Charles Manson. OK. Donc, c'était plus attribuable à de la folie ici. La même chose avec celui qui avait tenté d'assassiner Ronald Reagan. Mhm. C'était un déséquilibré en quelque sorte. Donc, ce n'était pas des attentats qui étaient motivés par une cause politique, Idéologique, là, ouais. idéologique, c'est ça. Tu as des gens qui étaient dérangés. Par contre, lorsqu'on se rend compte, les Charlie Kirk, les tentatives contre Donald Trump, on revient à la situation des années 60, des attentats politiques motivés idéologiquement. Donc, contrairement à ce que certaines personnes ont répété, ben, les gens qui ont commis ces tentatives-là
c'était pas des sympathisants du Parti républicain. Ouais. C'était des gens qu'on pourrait davantage associer à la gauche politique américaine. De là à dire que Puis, la gauche politique américaine, elle est pacifique, on repassera, là. Elle peut être tout aussi violente que les gens de l'autre à côté droite, ouais. du spectre politique. Ce qui est intéressant avec ce qui s'est passé hier, c'est que pour la première fois, le président Trump, depuis 2017, donc, lors de son premier mandat, participait à un dîner de la Galerie de la Presse à Washington. Et évidemment, sa présence était attendue. Il était d'ailleurs dans la salle, assis à la table d'honneur, et il allait certainement prononcer un discours devant ceux qui l'insultent quotidiennement depuis une dizaine d'années. Donc, est-ce qu'il voulait se rabibocher avec la classe médiatique? Peut-être, mais moi, j'ai toujours des doutes là-dessus. Ben, Il a accepté l'invitation, mais je suis sûr que le lendemain matin, il va continuer à ou- éructer contre ouais, les journalistes. mais le dîner des correspondants de la presse, c'est aussi une occasion pour les politiciens de se moquer d'eux-mêmes, Bien sûr. mais surtout de se moquer des journalistes. Ben, Puis ce qu'il fait déjà tous les jours depuis c'est 10 ans. c'est ça. Donc là, ça aurait été dans un cadre un petit peu plus formel. Et puis, Ouais. il y a quelque chose d'à peu près similaire à Ottawa, Oui. mais c'est les chefs de parti qui se moquent d'eux-mêmes et qui se moquent des autres chefs de parti. Puis cette OK. année, la personne qui avait remporté la palme, c'était le chef intérimaire du NPD. Vous pourrez écouter son speech, son discours sur Ah YouTube. oui. C'est de toute beauté. C'est génial. Le type, il OK. devrait faire carrière, pas en politique parce qu'il n'y a plus d'avenir au NPD, là. Il devrait vraiment là, se lancer en humour parce que écoute, c'était vraiment très drôle. Il a lancé des belles, des beaux petits jabs à Mark Carney qui, malheureusement, lui, semble pas avoir un sens de l'humour très développé. Les blagues ont pas vraiment passé de son côté. Mais ça, OK. le dernier dîner des correspondants de la presse auquel Trump avait assisté, c'était de mémoire, c'était en 2011. Et c'était Barack OK. Obama qui était président. Puis c'est à ce moment-là où Obama s'était moqué de lui comme pas un. Ah. Il avait dit, par exemple, bon, moi je suis président, tu sais, je suis quand même occupé, mais il n'y a rien qui bat Monsieur Trump, qui lui doit prendre des décisions qui sont vraiment importantes. Donc, par exemple, à son émission The Apprentice, est-ce qu'on doit renvoyer Meatloaf ou le garder puis renvoyer à la place tel chanteur ou Gary Busey? Et là, tout le monde, tous les journalistes dans la salle rigolaient. Et puis, j'ai déjà dit, beaucoup de personnes disent que c'est à ce moment-là que Trump aurait décidé de se lancer à la présidence. Puis la raison aussi pour laquelle il détesterait autant les journalistes, c'est que c'est les journalistes qui étaient assis autour de lui, qui se moquaient, qui riaient là, Ouais. à gorge déployée des blagues d'Obama. Donc, est-ce qu'en ce moment, les journalistes ne sont pas en train de vivre leur karma pour avoir ri il y a une quinzaine d'années de Oui. Trump à l'occasion de ce dîner-là? C'est pas impossible, hein? Alors, la proposition que Trump a faite hier, je ne sais pas si ça va être confirmé aujourd'hui, c'est de reprendre le dîner d'ici quelques semaines. Peut-être que ça va arriver finalement. Et il y aura donc cette confrontation avec le président. La deuxième question qu'on peut se poser maintenant, c'est le service de sécurité Ben c'est ça, autour du président. je voulais en discuter. Clairement, en Pennsylvanie, à l'été 2024, les manquements ont été absolument Ouais, horribles, à tel point que des gens ont dit, les services secrets, ils ont laissé faire l'attentat parce que c'était impossible d'avoir fait preuve d'autant d'amateurisme. Le type avec sa carabine était vu sur le site. ouais, Il est monté en haut d'un garage. Il y voilà, avait puis c'est installé. s'est installé peinard. Il a eu le temps de s'enligner. Vraiment, puis en plus, vous vous souviendrez aussi, après le coup de feu, vous avez les agents des services des services secrets, surtout une femme en particulier, on l'a entendu parce que le micro était ouvert. Elle dit, elle plonge, ils ont tous plongé sur Trump, puis elle n'a pas plongé sur Trump, elle est restée accroupie derrière, puis on l'entend dire au micro, What are we doing now? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, Ah oui, écoute, mais ces gens-là sont entraînés pour des situations comme ils sont celle-là. Ils ne devraient supposés. même pas avoir Ouais. besoin de réfléchir. Ils devraient savoir exactement.
ce qu'ils doivent faire. Donc, clairement, ouais, l'été 2024, il y a eu des gros manquements. Puis hier, ben, le fait est que le monsieur Cole Thomas Allen, il avait loué une chambre dans ouais. l'hôtel où Mais il n'est pas avait. rentré dans la salle, hein. Ça, Non, faut il a bien le pas, préciser. ouais, il a pas pu rentrer dans la salle, mais il Ouais, en reste pas moins qu'il a pu se louer une chambre ouais, en ayant. Ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait un pistolet. ouais. Il y avait aussi un shotgun, donc ce qu'on appellerait en bon québécois un 12. Mhm. Donc, c'est sûr que, bon, on peut mettre ça dans une valise avant de monter dans sa chambre. Les gens, Mais c'est un droit constitutionnel oui, de pouvoir. et les armes étaient légales, avaient été achetées légalement, mais on peut se poser la question. Moi, je m'attends, parce que j'ai déjà vu dans d'autres circonstances, lorsqu'un chef d'État, Ouais. on sait qu'il va aller, par exemple, au Kazakhstan, nous, lorsque c'est la cérémonie de graduation, on avait le président qui venait remettre les diplômes. Écoute, pendant 3, 4 jours avant la cérémonie de Ah ben graduation, oui. il y avait des agents de sécurité partout, les chiens renifleurs partout. Puis, tu sais, au fur et à mesure où on se rapprochait de la cérémonie, les mesures de sécurité augmentaient. Donc, moi, j'ai quand même de la difficulté à concevoir que dans un hôtel où le président va être présent, en compagnie du vice-président aussi, parce que J.D. Vance était aussi présent, Ah oui. qu'on ait pu. Oui, l'hôtel n'est pas bouclé, les gens peuvent continuer à louer des chambres, mais je m'étonne que on n'ait pas minimalement fouillé les valises des individus qui allaient avoir une chambre, qui allaient être présents à l'hôtel au moment de la soirée. Ouais. Donc, je ne sais Et pas ce moi, qui se passe dans les services secrets américains là, il depuis. y a un autre truc qui m'interpelle, c'est que comment se fait-il qu'on place dans la même salle le président, le vice-président, le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense et plusieurs membres du Conseil des ministres dont on sait qu'ils sont dans l'ordre de succession si jamais le président ou le vice-président se font tuer. Ouais. Mais normalement, Faut se rappeler qu'au lendemain du 11 septembre, le président et le vice-président n'étaient jamais ensemble. Ils étaient tout le temps ailleurs, et surtout le vice-président, bien sûr, était dans un endroit gardé secret la ouais. plupart du temps, pour Puis, éviter justement de décapiter ben, comme les Israéliens ont on- fait avec les Iraniens, en oui. Iran, tu vois. Mais c'est ça. Ben, après le 11 septembre, on peut comprendre, les Oui, États-Unis étaient, pour ainsi dire, en état de guerre, c'est mais sûr. c'est pas anodin que à peu près tous les membres du cabinet soient présents au même endroit. Habituellement, c'est lors du discours sur l'état Sur de l'état de l'Union l'Union, au c'est mois de sûr. janvier. Tout le monde est là, sauf un membre du cabinet qui, lui, est obligé de rester, de ne pas Quelque se part. présenter au cas. Puis c'est toujours le secrétaire d'État, le secrétaire à l'agriculture, là, tu sais, c'est toujours Quelque chose comme ça. un Ouais. poste comme ça qui est probablement 28e dans l'ordre de succession. Donc, dans l'éventualité où le Capitole serait bombardé puis tous les membres du cabinet seraient tués, ben, au Ce qui moins, aurait pu arriver le 11 septembre, hein? oui, ben oui, c'est ça. Donc, Ouais. probablement qu'au souper d'hier, il y avait un des membres du cabinet, on lui avait demandé, ben, tu ne seras pas De invité. se sacrifier. C'est pas parce qu'on t'aime pas, mais c'est dans l'éventualité où tout le monde se Ouais. fait tuer, on a besoin d'un successeur potentiel. Mais oui, en tout cas, en matière de sécurité, il y a quand même des grosses questions qui doivent être posées. Mais c'est sûr, on ne peut jamais sécuriser à 100%, hein. Il y aura toujours des individus qui vont être Ouais. en mesure de trouver les portes arrière, puis bon, mais c'est sûr que ça ne rappelle pas l'attentat contre Pauline Marois là, en 2000, quoi, c'était En 2012. en 2012, où là, vraiment, tu sais, la porte arrière n'était pas sécurisée. Là, Ouais. vraiment, Ouais. clairement, ça ne se fait pas. En tout cas, une chose est sûre, l'individu n'a pas été en mesure d'accéder à la salle. Il a été arrêté au préalable. Mais moi, c'est ça. Ce qui me chicote, c'est que il me semble que dans un hôtel qui va être occupé par des individus, quand le président va être là, puis après l'ensemble des membres du cabinet également, il me semble que ça serait un peu normal de fouiller les, les Les résidents, clients. les clients de passage, Ouais. parce que il me semble que, bon, bref, en tout cas, peut-être qu'ils vont Alors changer la voilà. procédure maintenant suite à cet incident-là. Et aussi, j'ajouterais une chose, c'est que, dernière chose, on voit sur les images J.D. Vance, vous avez un agent de sécurité qui le prend par le bras, il tire d'une Ouais, manière ouais. quand même assez forte, puis là, il réalise que, il se passe quelque chose, il se lève, puis il s'en va. Tandis qu'ils n'ont pas extrait
le président Trump de la salle immédiatement. Encore une fois, vous avez vu des agents qui se sont mis autour, puis là, ça a pris du temps avant qu'ils fassent la fameuse carapace, puis, et qu'ils le sortent de la salle. Donc, il y a un moment d'hésitation, puis quand on regarde tout ça, il me semble, en tout cas, je ne suis pas un expert en la matière, mais en tout cas, moi, à première vue, ça sent un petit peu l'amateurisme là, du côté des services secrets américains, puis avec la réputation qu'ils ont, on s'attendrait à mieux de leur part. à plus. Ouais. OK, Donc, mon vas-y, cher. parle-nous Alors, ce qui va des Nations arriver, Unies. voilà, la course à la succession de Antonio Guterres, donc secrétaire général de l'ONU, a commencé la semaine dernière, puisque 4 candidats ont déjà été auditionnés. Alors, ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est la deuxième fois, en fait, parce que le système visant à donner plus de transparence à la sélection du secrétaire général a commencé en 2016 avec la succession de Ban Ki-moon, et c'est là qu'on a auditionné un certain nombre de candidats et de candidates. Et Antonio Guterres, portugais, ancien premier ministre du Portugal, a été choisi secrétaire général. Il a accompli 2 mandats. Il va donc partir en janvier 2027. Donc, on commence ce système d'audition où on demande à chacun des candidats d'abord d'être appuyé par un ou plusieurs pays et ensuite de se présenter et de répondre aux questions des États membres. Donc, ça s'est fait la semaine dernière. Les auditions ont duré quelques heures et on se retrouve avec maintenant 4 candidats. Dis-moi, les auditions ont lieu à quel niveau? Au niveau de l'Assemblée générale ou du Oui, Conseil de sécurité? Assemblée l'Assemblée générale. générale, OK. parce que ce qui arrive, c'est que le Conseil de sécurité va faire une recommandation auprès de l'Assemblée générale et donc ça veut dire que le, le prochain secrétaire général devra être agréé par le Conseil de sécurité, surtout par les 5 membres qui disposent du droit de veto, États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne et France. Et à partir du moment où le candidat franchit cette première étape, c'est alors à l'Assemblée générale de le choisir ou de le rejeter. Il faut qu'il obtienne les 2 tiers des membres présents. C'est 2 tiers. OK. Oui. Donc, on a 4 candidats en liste et depuis quelques années, euh, certains réclament que ce soit une femme qui soit nommée secrétaire générale de l'ONU. Donc, il y aura une possibilité 50-50, puisqu'il y a 2 femmes et 2 hommes qui sont en liste pour obtenir ce poste. Commençons par la plus connue pour le grand public, en tout cas pour ceux qui suivent les affaires internationales. Elle s'appelle Michelle Bachelet et elle a été présidente du Chili à 2 reprises. C'est une femme de 74 ans qui a occupé d'autres fonctions ministérielles avant de devenir présidente en 2006-10 et en 2014-18. Elle a aussi été haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, comme on dit aux Nations Unies, ainsi que présidente de ONU Femmes. Donc, elle a une carrière nationale comme leader de son pays à différents niveaux et une carrière internationale. Elle est polyglotte, elle représente l'Amérique latine et Que jamais eu de secrétaire général issu de oui, la il y a région. Pérez de C'est Couillard vrai. qui était le Péruvien. Péruvien qui a été secrétaire général, mais c'est le tour de C'est l'Amérique tout. latine parce que il y a une règle non écrite que à chaque fois il faut changer de continent ou de région. Et donc, Michaëlie Bachelet a une feuille de route assez impressionnante. Elle est la fille d'un général qui a été torturé à mort par le régime Pinochet. Elle-même a été emprisonnée et torturée avant de en- entreprendre une carrière politique au moment
du rétablissement de la démocratie en 1990. Peut-être que ce qui... et donc, elle a présenté un programme très rapidement, qu'est-ce qu'elle allait faire. Et puis, ça, c'est la première candidate venant du Chili et donc représentant l'Amérique latine. Le deuxième candidat, c'est Raphaël Grossi, qui est un peu moins connu sur la scène internationale, mais qui est connu dans les cercles diplomatiques, puisqu'il est à la tête de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, donc responsable de la surveillance des programmes nucléaires de l'agence et des États membres de l'agence, et en particulier, évidemment, du programme nucléaire iranien qu'il connaît très bien. Alors, c'est un homme, là aussi, polyglotte, et je le dis parce que pour les Français, il est absolument indispensable que le secrétaire général puisse travailler en anglais et en français. Sinon, la France va s'opposer à la candidature. Donc, la plupart des secrétaires généraux parlaient français, mais dans le cas de Ban Ki-moon, c'était très laborieux, c'est le cas de le dire. Donc, M. Grossi est un Argentin. Il a fait essentiellement une carrière diplomatique. Troisième candidat, qui est une candidate, ancienne vice-présidente du Costa Rica, donc toujours de l'Amérique latine. Elle est très peu connue du grand public et même sur la scène internationale. Elle dirige l'Agence de l'ONU pour le commerce et le développement. Et à ce titre, elle a négocié un accord en 2022 sur la circulation des céréales ukrainiennes et russes en mer Noire, parce que ça posait un énorme problème, surtout pour les pays en développement qui voyaient leur approvisionnement en céréales interrompu, parce qu'il faut rappeler que l'Ukraine et la Russie, c'est presque 50% de la production des céréales dans le monde. Donc, elle se présente, elle aussi. Euh, enfin, il y a un candidat de l'Afrique, Macky Sall, ancien président du Sénégal, qui a une courte euh, carrière internationale, essentiellement en Afrique, c'est-à-dire ancien président aussi de l'Union africaine, mais qui n'est pas appuyé par le Sénégal et qui est accusé au Sénégal d'avoir mené une répression sanglante qui a fait des dizaines de morts entre 2021 et 2024. Alors évidemment, tous ces candidats ont des forces et des faiblesses. Peut-être que je peux en signaler quelques-unes. Dans le cas de Mme Bachelet, elle a déjà 74 ans. Euh, donc, elle va rentrer en fonction, si elle est élue, bien sûr, si elle est sélectionnée au mois de, je crois que ce sera au mois d'octobre ou au mois de novembre que la sélection va se Donc, déterminer. elle aurait 75 ans au moment Elle de... aurait 75 ans et 5 ans plus tard, pourrait-elle demander un deuxième mandat, comme c'est la tradition aux Nations Unies? C'est pas tous les secrétaires généraux qui ont fait deux mandats, mais la plupart ont fait deux mandats. Et elle aura alors 80 ans. Certains pourraient dire, ben, tant mieux, on va l'élire, puis ça nous permettra de choisir quelqu'un d'autre après. Un pape de D'autres, transition. d'autres vont dire, voilà, d'autres vont dire, non, vaudrait mieux choisir quelqu'un de plus jeune. Mais elle a quand même une expérience internationale assez intéressante et elle connaît le système des Nations Unies, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du président Macky Sall du Sénégal, de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Dans le cas de l'ancien président du Sénégal, il n'est pas appuyé par l'ensemble du groupe africain, alors qu'habituellement, les Africains se mobilisent
sur une candidature. On le voit par exemple quand il s'agit de choisir le secrétaire général de la francophonie. Mm. C'est une Rwandaise et elle avait l'appui de l'ensemble des pays d'Afrique membres de l'OIF, bien entendu. Est-ce que c'est Alors que est-ce que c'est le candidat de la France? ce n'est pas dit, mais c'est sûr qu'il a toujours eu d'excellentes relations avec la France. Euh, mais dans le cas présent, il faut surtout être un bon candidat pour les Américains. Et donc, est-ce que Mme Bachelet est dans les petits papiers des Américains? Ça reste à voir. Euh, Parce que Mme Bachelel est quand même issue de la gauche politique. Tout à fait, Donc, tout ça à pourrait fait. être un frein. Ça pourrait être un frein. Et les Américains ont bien dit qu'il faudrait que le prochain secrétaire général ait à l'esprit les intérêts des Américains. Ce qui est bien mauvais de s'exprimer de cette façon-là, parce que les Russes vont dire la même chose, les Chinois, les Britanniques et les Français. Alors, il faut faire attention pour pas stigmatiser un candidat au point où il va perdre parce qu'il serait vu comme le candidat des Américains. À mon avis, quand je regarde les quatre candidatures, alors, il y en a trois qui viennent d'Amérique latine. À l'évidence, ça sera un latino-américain. Donc, la candidature du Sénégalais est euh, à écarter tout de suite. Il reste donc ces trois candidatures. Moi, je pense que Raphaël Grossi, l'actuel dirigeant de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pourrait être le candidat agréé tant par la Russie et la Chine que par les trois pays, les trois grandes puissances occidentales. Parce qu'il fait consensus, il n'a jamais été accusé d'être pro-américain ou pro-russe. Il se rend régulièrement en Russie pour discuter de la question du programme nucléaire iranien ou de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Alors que Bachelet et Madame Gritzpan, Rebecca Gritzpan, l'ancienne vice-présidente du Costa Rica, pourraient ne pas convenir aux cinq grandes puissances. Donc, on verra. Ces gens-là seront en piste après les auditions sont terminées, ont commencé leur campagne. Moi, je me souviens en 2016, quand j'étais au bureau de Stéphane Dion, on a reçu plusieurs des candidats à déjeuner au ministère des Affaires étrangères et chacun et chacune sont venus exposer leur programme. Les programmes des quatre candidats actuels sont en ligne sur le site de l'ONU. J'ai remarqué qu'ils mettaient beaucoup l'accent sur les réformes institutionnelles et administratives de la structure des Nations Unies. Ils appelaient évidemment à la solidarité et à se concentrer sur les trois grands objectifs des Nations Unies qui sont la paix et la sécurité, le développement et les droits humains. Jamais ils ne s'aventurent sur les questions controversées, Ah ben comme non. par exemple les Américains doivent 4 milliards de Non, dollars de ça. cotisations à l'ONU, ce qui provoque actuellement une crise financière importante puisqu'on estime qu'il va falloir se débarrasser de presque 20% des fonctionnaires de l'ONU. Euh, et donc, tout le monde ici marche sur des œufs pour ne pas irriter une des cinq grandes Ouais. puissances. Et dans le cas des finances, ce sont des Américains. Non, tout le monde voit l'éléphant dans la pièce, mais évidemment, ça reste des politiciens, ils cherchent à se faire élire. Ça Tout serait à comme se fait. lancer en campagne électorale puis dire je vais augmenter les taxes et les impôts de 10%, Ouais. là. Ça Le serait seul comme. qui n'est pas politicien, c'est Raphaël Ouais, Grossi, qui c'est est ça. un homme du système. C'était un peu le cas aussi avec Kofi Annan, qui était dans la boîte, qui était presque l'adjoint de Boutros Oui. Boutros-Ghali. Il y a un sous-secrétaire.
c'est ça. Alors, il y a Oui, le aux secrétaire. Nations Unies en ce moment, il y a le secrétaire général, il y a la vice-secrétaire générale. Ce poste est toujours occupé par une femme. Il a d'ailleurs été créé en 1998 et c'est Louise Fréchette, une diplomate canadienne, qui l'avait occupé pour 6 ans, je crois. Et ensuite, il y a les sous-secrétaires généraux, adjoints, etc. OK. Il y a toute une OK. structure là, Donc, d'une quarantaine de c'est sous-secrétaires. un de ces postes-là que Kofi Annan occupait à l'époque Alors où. lui, il était responsable des opérations de maintien Oui. de la paix à un OK. moment où ces opérations-là étaient extrêmement... Critiqué, hein, comme au Rwanda. Euh, oui, il y avait au-dessus de 100 000 casques bleus dans ouais. le monde, donc c'est-à-dire plus que l'armée canadienne finalement. Mais Donc, dis-moi, dis-moi, c'est sûr que ça va être un de ces quatre candidats-là qui va être élu ou bonne on pourrait question. sortir un lapin du chapeau à la dernière minute? C'est une bonne question et j'ai pas réussi à trouver la réponse, à savoir est-ce que les candidatures étaient fermées? Alors, est-ce que c'est les seuls dans le système? Je ne le sais pas, mais j'espère trouver la réponse, puis je OK. vous la donnerai la semaine prochaine. Parfait. Bon, ben, Voilà. merci, super. Ben, écoutez, restez avec nous. On va avoir une deuxième partie. On va avoir une entrevue avec l'auteur Corim de la semaine qui va nous parler un petit peu ben, de la politique étrangère canadienne. Ça fait un an que Mark Carney est premier ministre. Donc, notre invité va nous dire un peu ce qu'il en pense et surtout évoquer la nature de la relation entre le Canada et les États-Unis. Donc, restez avec nous. On revient dans quelques secondes. Alors, bon retour pour cette deuxième partie de notre podcast. Cette semaine, nous avons un invité, donc une entrevue. Irvin Student, qui est président de l'Institut des questions du 21e siècle. Il s'exprime régulièrement dans les médias électroniques et imprimés et il enseigne aussi les relations internationales et la géopolitique. Irvin a signé sur le blog du Corim cette semaine un texte sur la diplomatie de Mark Carney 1 an après son élection. Est-ce que cette diplomatie, se pose-t-il la question, va accentuer notre vassalisation avec les États-Unis ou bien pourrait nous permettre de devenir une grande puissance? Je vais donc demander à Irvin de s'exprimer pendant quelques minutes pour résumer sa thèse et lorsqu'il l'aura fait, Jean-François Caron et moi, nous lui poserons une série de questions pour mieux saisir le contour de sa pensée. Donc, Irvin, expose-nous ta thèse. Merci Jocelyn et Jean-François pour l'invitation, pour le grand travail sur le blog que je suis régulièrement. Ma thèse consiste en le fait que le Canada est en train de subir deux énormes crises parallèles. Dans un premier temps, la crise de la vassalisation que j'évoque depuis 2019, et dans un deuxième temps, l'ensemble des crises systématiques ou de systèmes de l'après-pandémie. Pour ce qui est de la vassalisation, le Canada s'est permis de se vassaliser en 2009-2020 en donnant son aval à un accord de libre-échange, le soi-disant accord Canada-États-Unis-Mexique, vassalisateur en son contenu, c'est-à-dire un accord que l'on a interprété de notre côté comme étant un accord commercial, mais que les États-Unis, surtout l'administration Trump, a interprété de manière géopolitique. Cet accord a été signé et ratifié sans débat sur le plan parlementaire, sous énorme pression. Alors, il faut reconnaître qu'on a signé et donné son aval à un accord vassalisateur sous pression. Ce qui a donné le signal à Washington, et non seulement à Washington, mais à toutes les grandes capitales des grandes puissances qui nous entourent, que le Canada est en mesure de céder ses pouvoirs domestiques, ses pouvoirs stratégiques, sous n'importe quelle pression. Alors là, on se trouve vassalisé sans même le reconnaître. J'y reviens.
En même temps, on est en train de subir plusieurs crises de système qui s'avèrent domestiques intérieures à première vue, mais qui, après l'aval donné à l'accord de libre-échange, s'assortissent à cette première crise et sous-tendent notre manque de puissance tout en étant, tout en même temps qu'on soit vassalisé. C'est-à-dire, ce sont des crises d'éducation, de formation, un écroulement quasi total de nos systèmes éducatifs pendant la pandémie, pour y revenir, notre système économique, nos institutions, affaiblissement énorme de nos institutions, l'unité nationale, la fabrique sociale, et ainsi de suite. Ces deux crises en même temps se réunissent avec l'avènement de Trump 2.0, un Trump qui se veut encore plus féroce sur le plan de la vassalisation, non seulement du Canada, mais de plusieurs pays et de continents partout au monde. Mais il s'avère que le Canada est le plus exposé à cette férocité vassalisatrice de la part de Washington. On arrive donc avec Carney à 1.0, qui se veut l'antithèse de Trump. Il est là afin de négocier une ALENA, un accord de libre-échange 3.0 face à un Trump vassalisateur. Il va résister. Mais ma thèse à moi, c'est que soit qu'il résiste de manière très capable, de manière très talentueuse, de manière peu probable, on y revient, et qu'il nous libère, mais en nous libérant, on devient grande puissance nous-mêmes, parce que entouré de grandes puissances comme la Chine, la Russie, l'Europe et les États-Unis, on ne peut que devenir grande puissance en se libérant de cette vassalisation. Ou même en soyant inconscient de ce fait-là, il se vassalise davantage. C'est-à-dire, nous venons de plus en plus vassals face aux États-Unis, des États-Unis qui veulent nous vassaliser, ou qu'on se libère et on s'exprime égal à égal comme grande puissance face à nos voisins. Ça, c'est la thèse en global et on pourrait y revenir dans ces détails. Très bien. Alors, j'aimerais que tu expliques au public qui nous écoute, qu'est-ce que tu entends par vassalisation? Est-ce que c'est uniquement économique ou bien il y a d'autres éléments qui expliquent que le Canada serait un vassal des États-Unis? C'est euh, par vassalisation, j'entends quelque chose de plus nuancé que colonie. On n'est pas OK. colonie. Dès notre constitution moderne en 1867, le Canada était même formellement toujours une colonie de la Grande-Bretagne. Ouais. On est devenu État secondaire sur le plan stratégique des États-Unis au fur et à mesure que le siècle s'est développé, le 20e siècle. Mais on n'a jamais concédé qu'on était un État secondaire et qu'on allait donner à une autre capitale toutes les prises de décision majeures sur le plan international quant au Canada, de manière formelle, de manière légale. Et cela, on l'a fait par le biais de ce dernier accord de libre-échange, Canada, États-Unis, Mexique, par le biais de l'article 32,10, qui portait sur le blocage, effectivement le blocus, pour le Canada de pouvoir euh, négocier des accords de libre-échange avec des États soi-disant non marchés, c'est-à-dire non Et, moins démocratiques, moins ouverts sur le plan économique que le Canada. Et par cela, on entendait surtout la Chine, mais aussi la Russie, sinon l'Inde, à savoir n'importe quel État
désigné comme tel par l'administration Trump au jour le jour. Et quoi qu'on se croyait en train de négocier un accord de libre-échange traditionnel qui portait que sur la frontière et les échanges bilatéraux, l'administration Trump, très consciemment, voyait toute la carte des États-Unis et du Canada, c'est à savoir le continent nord-américain, et voyait qu'au 21e siècle, on était très proche de la Chine. On était très proche de la Russie à travers les L'océan glaces de Arctique. l'Arctique Ouais. et très proche évidemment de l'Europe. Alors eux voyaient mieux nos circonstances à nous que nous-mêmes. On ne Mhm. voyait que Washington. On était axé sur une hypothèse bilatérale des relations internationales. Et moi, je voyais ce que voyait Trump, effectivement. Alors, ça, je l'anticipais dans plusieurs interventions au préalable de ces négociations-là. Et je disais qu'il fallait penser plus grand. Il fallait Mhm. penser comme un empire. Parce que quand on voit de l'extérieur le Canada, on voit un territoire impérial. Et nous, on pensait plutôt comme village. Et on s'est donné à un accord vassalisateur. C'est-à-dire que, selon l'interprétation de Trump, le Canada n'a aucun droit d'agir indépendamment à grande échelle sur le plan économique. Par extension, sur le plan géopolitique. Cela étant le fait bien à l'insu d'Ottawa. Ottawa n'est toujours pas conscient des conséquences de cette signature. Mais Trump l'est. Voir seulement sa réaction à notre petit accord signé avec Pékin il y a quelques semaines. Mhm. Alors voici un peu ce dont j'entends par vassalisateur. Vassaliser. C'est à, à la longue, c'est un état d'esclavage géopolitique à un pays soi-disant supérieur. Mhm. Donc, juste pour que nos auditeurs comprennent bien, on parle ici de l'accord de libre-échange qui a été signé lors du premier mandat du président américain Trump de 2017 à 2021. Évidemment, en ce moment, il y aura un retour à la table de négociation pour renégocier un nouvel accord. On verra si on maintient ce fameux article qui nous empêche de signer des accords de libre-échange avec des économies de non-marché, si je comprends bien euh, la- la- ce que tu dis à propos de nos futurs liens avec la Chine ou d'autres pays Mais ce que, dont les économies sont plutôt, comment non dirais-je, libéral. contrôlées, non libérales. Voilà. Mais par contre, malgré cet article-là, ça n'a pas empêché, comme vous l'avez fait remarquer, le Canada a signé il y a quelques semaines une entente avec la Chine concernant les voitures chinoises et le canola Mais ce n'est canadien. pas un Donc, accord de libre-échange. C'est pas un accord de libre-échange avec le Pékin, c'est pas un accord de libre-échange avec Delhi, L'Inde. euh, mais c'est toujours en deçà du seuil d'un accord de libre-échange. Mais selon l'interprétation de Washington, c'est pas le texte explicite qui importe, OK. c'est le sens vassalisateur qui importe. C'est-à-dire vous allez seulement négocier avec d'autres euh, grandes capitales avec notre aval, avec notre permission. C'est une logique dominatrice, vassalisatrice. Et on a cédé à cette logique-là, bon, je répète, sous grande pression, à la différence d'autres pays qui résistent parce qu'ils Arrête. connaissent les conséquences de ce genre d'esclavage, on pourrait dire, et- Par exemple, réglementaire. l'Australie a un accord de libre-échange avec la Chine, ce qui ne l'empêche pas d'avoir d'excellentes relations avec les États-Unis. Et donc, pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? C'est parce que, d'après toi, on aurait mal négocié
notre accord de libre-échange avec les Mais, États-Unis et le Mexique la première fois. mais c'est surtout aussi, comme vous l'avez rappelé, qu'en 2019-2020, il n'y a pas eu de débat au Parlement. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Bon, là, on était en pleine pandémie, alors on a accéléré la ratification de cet accord et on n'a même pas lu ses propos. Mhm. Mais encore pire, je répète qu'on a mal connu nos circonstances. Bon, je répète un peu la thèse de l'article, mais un cadre stratégique que je propose depuis une décennie et demie. C'est-à-dire, c'est le formulaire, le cadre ACRE, Amérique, bon, États-Unis, Chine, Russie, Europe. Sont nos voisins euh, de proches, nos Ouais. voisins frontaliers. En bas, on a A, les États-Unis, que l'on connaît bien, mais sur lesquels on est trop axé. On est axé non seulement géographiquement, mais psychologiquement. C'est-à-dire, à savoir, bon, on comprend bien l'obsession d'Ottawa avec Washington. C'est une mono-obsession. Il y a la Chine, c'est le C, mais une Chine que l'on connaît mal. On connaît mal parce que l'impression de la Chine dans la psychologie stratégique du Canada demeure très primitive. Mhm. C'est-à-dire, c'est une interprétation du 19e siècle. Une Chine déstabilisée, pauvre, désespérée. Mais la Chine est le pays le plus important, non seulement au monde d'aujourd'hui, mais pour ce siècle à venir. Et, et elle se voit comme telle. Et la majorité du monde commence à comprendre cette interprétation-là. À l'exception de nous-mêmes, on est en retard. Mais on vit à proximité de la Chine. C'est-à-dire la distance entre Whitehorse et Pékin est inférieure à celle entre Sydney, l'Australie, et Pékin. Alors, Mhm. qui est davantage en Asie? Qui est davantage près de la Chine? Nous-mêmes, sans, sans le savoir. La Russie, on est axé sur la Russie euh, par le biais de la guerre avec l'Ukraine, une guerre tragique, mais c'est pas pour nous une guerre européenne, parce que la Russie s'avère notre voisin frontalier à travers l'Arctique. Il y a deux grandes puissances arctiques, et c'est pas les États-Unis et la Russie, c'est nous-mêmes et la Russie. Tout à fait. De loin, les États-Unis sont troisième, sinon quatrième sur le plan de l'Arctique. Et ça explique leur convoitise pour le Groenland, par exemple. Mais est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on comprend notre réalité arctique, notre potentiel arctique et notre voisinage avec la Russie? Alors, c'est la troisième grande puissance à nos frontières et bien entendu l'Europe en global. In toto, c'est la troisième frontière. Entouré de ces grandes puissances, toutes nucléaires, on peut subir, selon mes calculs, 15 combinaisons de pression et de Mhm. déchirement à nos frontières. C'est-à-dire, il y a l'axe Amérique-Chine, l'axe Chine-Russie, Chine-États-Unis, désolé, Russie-États-Unis, et ainsi de suite. On n'a qu'à faire ces calculs. Ça s'avère une géopolitique énormément compliquée, davantage compliquée et intéressante que celle de la thèse bilatérale dont jouit Ottawa de ces jours ici. Donc, OK. quand on se lance en négociation en niveau avec les États-Unis, faut prendre conscience Mhm. de ces combinaisons-là. Et tu dis, je pense, dans ton texte, que la situation intérieure canadienne a une influence sur notre politique étrangère ou notre statut de vassal ou de puissance. C'est exact. Alors, bon, je répète, si on veut sortir de cette fourchette-là, on peut sortir soit en tant que vassal plus profond ou euh, grande puissance, rejoignant nos voisins grande puissance, mais pas une soi-disant puissance moyenne. Ça Mhm. s'avère impossible dans nos circonstances. Et je répète, afin de pouvoir privilégier un scénario de grande puissance, il faut s'axer davantage
sur les moyens de puissance qui sous-tendent la politique étrangère. Et là, à nouveau, on n'en est pas conscient. C'est-à-dire, quand on, bon, je vais donner une métaphore plutôt athlétique, c'est-à-dire, moi, je suis ancien joueur de foot. Quand on lance le ballon au but, ça dépend non seulement du pied et de la jambe, mais de tout le corps Mhm. du footballeur. Et le corps de l'État consiste en ses systèmes éducatifs, son économie, ses institutions, sa fabrique sociale, sa mentalité, et non seulement sa puissance militaire et diplomatique. Globalement, ça, c'est la composition de la puissance canadienne. Et là, Carney, malheureusement, il est trop axé sur la diplomatie, un peu sur l'axe militaire, ne sachant pas ou ne soyant pas assez conscients des crises intérieures qui risquent de compromettre, de mitiger, sinon de miner la performance de ces instruments extérieurs, à savoir le militaire et la diplomatie. C'est-à-dire, comment réussir sur le plan diplomatique d'ici 20 ans si on n'a pas une population énormément formée, bien éduquée? Ça s'avère impossible dans l'après-pandémie. Il connaît mal les crises au sein de la jeunesse canadienne. Comment être performant sur le plan diplomatique euh, quand on négocie des accords économiques avec des puissances partout au monde, la Abu Dhabi, la Delhi, la Pékin, Washington, si on n'a pas de grandes entreprises, si on vient de subir un écroulement économique de taille. Là, me semble-t-il que le fédéral est mal conscient de ces crises sur le terrain. Alors, on travaille un peu sur des vecteurs fictifs, OK. euh, à Jean-François, notre est-ce que tu as... péril, Oui. à notre péril. Et comment est-ce que vous décririez la mentalité canadienne, la fabrique sociale canadienne? Vous parliez de crise de la jeunesse canadienne. Qu'est-ce que vous voulez dire plus exactement par là? Parce que lorsqu'on regarde le Canada, quand même, c'est une société où les gens sont très éduqués, de très bonnes universités, même si au cours des dernières années, elles ont quand même tendance à décliner dans les classements internationaux, mais il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas matière il y a quand même matière à avoir une certaine fierté. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là, les problèmes de la mentalité canadienne? Est-ce que c'est un rapport Ouais, à il y a beaucoup. l'unité nationale? Ou Ouais, OK. Si vous n'avez pas été au Canada pendant la pandémie, vous n'y êtes pas depuis, on a du mal à comprendre les catastrophes qu'a subi le Canada pendant la pandémie. Ce sont des catastrophes quasi, euh, quasi guerrières. Comme si on a subi une guerre sans la violence explicite. Mhm. Donc, l'écroulement de l'éducation au Canada n'a rien à voir avec la performance et bon, la réputation des systèmes éducatifs au Canada de l'avant-pandémie. Je cite mes propres calculs parce que j'ai travaillé dans le domaine pendant 5 ans. Après la clôture des écoles à l'échelle canadienne, on a perdu une population d'étudiants en permanence des systèmes éducatifs qui est l'équivalente de toute la population de l'Arctique canadienne. C'est-à-dire, il y a environ 115 000 d'étudiants canadiens qui ont laissé l'école, c'est-à-dire quitté l'école en permanence à, à tous les âges. Bon, en toutes circonstances. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté comme telle ou la situation autochtone. C'est on a clôturé les écoles et les enfants ont disparu des systèmes éducatifs. C'est-à-dire on a une sous-classe énorme à l'échelle canadienne, au-dessus de laquelle on a une autre sous-classe d'élèves mal éduqués, peu formés, peu assimilés. Et ça, en total, ça constitue notre capital humain pour Mhm. les générations à venir. Bon, c'est peu, bon, c'est peu incroyable, mais c'est la réalité de la situation. Dans le domaine économique, on a, et ce,
De cela, le Premier ministre, malheureusement, mis à part sa formation, sa belle formation économique, n'est pas conscient. On a environ, selon mes calculs, 100 000 euh, entreprises de peu, entreprises employant, c'est-à-dire qui embauchant, de moins qu'on aurait eu avant la pandémie, sinon la clôture. C'est-à-dire, là, il faut constater cette faiblesse intérieure au Canada. Ça n'a rien à voir avec la mentalité vassale un peu du Canada Non. qui règne dans les classes stratégiques. Là, je parle un peu des facteurs de puissance, des facteurs de pouvoir stratégique du Canada qui sont mitigés, qui sont euh, qui sont diminués, et qui seront peu performants dans tout avenir paisible si on ne mise pas à leur reconstitution, à leur reconstruction. OK. Dis-moi, comment alors mobilise-t-on tous ces facteurs pour redonner ou pour donner au Canada plus de puissance, sachant que les provinces ont des responsabilités exclusives, par exemple en matière d'éducation? Excellente question. C'est pas Ouais, le fédéral qui s'en occupe, non. ce sont les provinces. Donc, on a un pays éclaté, si on peut dire, parce que les juridictions sont différentes. Comment faire pour mobiliser? C'est juste. C'est juste. Moi, c'est la question centrale. J'y pense et je suis en train de lire, de rédiger un, un livre qui traite justement de cette question. Il y a deux livres. J'ai intitulé un ouvrage de la manière suivante. Canada must think for itself. Ouais. Hmm. Là, je travaille la séquelle. Comment mobiliser? Moi, je mise sur l'Arctique. L'Arctique est très peu peuplé. C'est l'enjeu central de toutes les grandes puissances, à commencer par Washington, mais en passant par Moscou et Pékin. Et là, on est maître chez nous, si on le veut. Mais l'Arctique est assez énorme afin de pouvoir mobiliser tous les facteurs dont on parle, y compris l'éducation, mais surtout l'économie, les institutions et l'imaginaire de toute la population. Alors, c'est un peu une transition de l'imaginaire depuis la frontière canado-américaine à la frontière australe du Hmm. pays. Ouais. Une frontière qui est à nouveau contestée. Alors, si on n'y traite pas, les autres grandes puissances On s'en occupait. non seulement s'en occuperaient, mais le saisisseront. Et c'est à nous de mobiliser, de prendre l'initiative, tout en sachant que c'est non seulement une impérative, mais une sortie de crise, Hmm. de nos crises intérieures à commencer. De cela, malheureusement, Ottawa n'est pas non seulement conscient, mais surtout saisi, parce que Ottawa ne comprend aucunement les crises intérieures du pays, ayant été assez enfermé de ces crises pendant la pandémie, Mhm. est trop axé sur Washington sur le plan global. Alors là, je mets l'emphase à nouveau à l'élargissement de notre imaginaire stratégique, ACRE, et je privilégie un peu le scénario grande puissance Canada, tout en sachant que le scénario le plus probable est celle de la vassalisation Hmm. approfondie. Bon, c'est un scénario qui connaît moins d'obstacles que le premier. Parce que finalement, on est déjà très intégré aux États-Unis et puis on va continuer à acheter des armes américaines. On va continuer à approfondir nos relations économiques, militaires, sociales, financières, etc. Donc, ça devient extrêmement difficile pour Mais un pays comme le Canada pour en sortir. C'est une question, ça demande beaucoup plus de travail de sortir de ce scénario vassalisateur et de devenir
grande puissance. Bon, Voilà. je ne pense pas, je ne dis même pas qu'on devrait songer à une grande puissance, c'est-à-dire tout en sortant de ce scénario, on Mhm. deviendrait grande puissance, même peut-être à notre insu à l'heure actuelle. Ouais. Bon. Ouais. Mais dans le scénario vassalisateur, on n'a qu'à regarder comment le Premier ministre, euh, avec tout mon respect, s'exprime devant le public canadien. Il s'exprime sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Ce sont des algorithmes et des plateformes manifestement américaines. Les instruments américains, Alors, ouais. on se sert et on dépend d'instruments américains afin de communiquer avec le public canadien qui donne aux Américains le pouvoir de veto et de contrôle et une discipline sur nos propres communications intérieures. Jean-François, une Euh, dernière oui, question. dernière question. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours de Davos de Mark Carney? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce discours? Parce on en a beaucoup parlé à l'étranger. C'est lu maintenant dans des séminaires, dans les universités à l'étranger. Ça fait office à bien des égards, dans l'esprit de beaucoup de personnes comme étant un discours fondateur, en quelque sorte, de ce que l'ordre international du 21e siècle, va ressembler. Mais est-ce que vous y avez vu quelque chose qui pourrait donner un certain espoir que ça pourrait amener le Canada à sortir de sa vassalisation, puis à devenir une grande puissance? Ou c'était simplement un Je exercice de salue, rhétorique? non, je salue un peu le signal qui a été lancé par le Premier ministre, le signal intellectuel, sinon psychologique. Il a pris conscience de cette nouvelle dynamique qui provient de Washington. Quoiqu'en retard de 4 ou 5 ans. So, moment Eureka pour le Premier ministre et Ouais. l'establishment à Ottawa. Ça, je l'applaudis. Sur le plan du contenu, c'était incohérent, d'après moi. Bon, ça n'expliquait pas assez ce qui se passait au monde, c'est-à-dire au monde, je ne vois pas une un grand combat entre démocratie et non-démocratie. Je vois quelque chose de plus Mhm. nuancé que cela, mais implicitement, il parlait de euh, cette cette volonté de vassaliser de la part de Washington surtout. Bon, il donne un signal comme si Pékin et Moscou on voulait faire aussi, mais eux ils travaillent d'autres manières. Mais de la rupture, il parlait surtout de Washington et que Washington s'intéressait à se servir d'accords économiques, de menaces économiques à- afin de vassaliser même ses amis à lui. C'était dans le contexte aussi du Groenland qui se préparait, mais surtout dans le contexte du préalable des accords de négociation entre Ottawa et Washington. Mhm. Mais faut voir bien il faut constater que Carney, il citait que des sources étrangères. Il ne citait pas les Canadiens. C'est-à-dire, il ne se lançait pas dans l'histoire canadienne afin de se légitimer. Il parlait d'autorités grecques, il parlait d'autorités européennes. Ah, mais à nouveau, on faisait du outsourcing de notre pensée. On ne pigeait pas dans notre propre histoire afin d'expliquer sa continuité. Mhm. Cette histoire de puissance moyenne, je la trouve incohérente. J'ignore comment le Canada puisse euh, combler ses lacunes ou excéder ses circonstances, survivre ses pressions dans le cadre ou dans l'imaginaire d'une puissance moyenne. Alors ce vocabulaire-là, comme j'insiste dans l'article, je l'écarte. On est vassal, on aimerait sortir de cet état de vassalisation. Ou on est en passe de devenir grande puissance. On se voit comme tel parce qu'on est énorme. On est énorme d'après les autres puissances aussi. Le Canada, en sa totalité, est plus grand que l'Empire romain, ottoman et romain
tous comptés. Ouais. Ouais, c'est le Canada. Alors pourquoi se plonger en mentalité de village? Se laisser vassaliser sans aucun débat, aucune résistance. Et ça, si dans la mesure où Carney donne ce signal-là de résistance, ou du moins de compréhension consciente, je le salue. Mais il Ben reste du écoute, travail à faire. alors écoute, Irving, je te remercie pour cette conversation. C'était très intéressant et bonne chance dans tes entreprises. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Écoutez, à toutes et à tous, on espère que vous avez apprécié cet épisode et puis ben, ça nous fera un plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Puis d'ici là, n'hésitez pas à liker l'épisode, à le partager, à en parler à vos amis, à vous abonner. Ça aide l'algorithme. Et puis sur ça, on vous souhaite une agréable semaine et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.